Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour le troisième et dernier jour des People for Impact Days. On est ravis de vous accueillir. Le sujet aujourd'hui, ce sera valoriser son offre sans greenwashing avec notre partenaire des enjeux et des hommes. Bon, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous représenter normalement People for Impact, donc je vais laisser la main directement à Alicia qui va présenter aujourd'hui. Très bien. Merci Marie et bonjour à toutes et à tous. Très rapidement, parce que c'est pas le sujet du jour, mais pour aussi présenter des enjeux et des hommes, nous sommes un cabinet de conseil et d'organismes de formation RSE, donc sur tout ce qui est durabilité, diagnostic de résilience. Donc ça fait plus de 20 ans que on est sur le marché et nous sommes aussi Calliope, donc pour tout ce qui est lié aux formations. D'ailleurs, on s'adresse à la fois aux personnes qui démarrent, ou ça peut être pour des séminaires, pour les personnes qui pilotent la RSE, mais aussi pour intégrer la RSE dans les métiers, et après sur des projets plus spécifiques liés à la labellisation, parce qu'on fait partie du groupe EcoCert. Voilà. Et puis on fait aussi de l'accompagnement stratégique sur du diagnostic, voilà, de résilience, sur le modèle d'affaires, sur de la strat RSE, aussi tout ce qui est lié à la conformité avec les normes volontaires européennes. Donc, on fait tout ça. Voilà. Et notamment, pourquoi aujourd'hui on est là, c'est parce que avec les nouvelles réglementations, mais aussi les attentes des consommateurs, forcément, il y a des sujets sur l'accompagnement des métiers, notamment la communication, le marketing, et sur tous les sujets juridiques aussi liés aux allégations environnementales, sociales, à la labellisation aussi. Donc, il y a des besoins aussi d'accompagner les métiers. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, à la fois pour vous, consultants, consultantes, se dire comment moi j'accompagne mon client au mieux, comment je tombe pas dans certains pièges, comment je me mets à la page finalement par rapport à ces nouvelles réglementations et ces nouvelles pratiques. Et voilà, et en tant qu'entreprise, se dire comment je fais, comment je me mets en ordre de marche pour ce qui arrive. Et justement, on va voir ce qui arrive. En matière de communication responsable, donc là, on va plutôt aller sur tout ce qui est lié à la communication environnementale, mais pour comprendre un petit peu euh, pourquoi on en arrive à ces réglementations. Je voulais que vous me répondiez dans le chat directement, là en direct. Selon vous, avec l'étude de la Commission européenne qui s'est faite en 2020, combien d'allégations sont vagues ou non fondées? Je regarde ce qui se passe dans le chat. Donc, est-ce que c'est plus de 20%, plus de 50% ou 100% selon vous? Ok, Sandrine qui dit plus de 50%, merci. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, peut-être mettre un petit like. Ouais, très bien, ok. Je vois que Lucille est d'accord. Ok, parfait. Bon, vous êtes plutôt bon. En effet, c'est plus de 50% quand même. Et c'est énorme. Donc, et puis c'était en 2020 à voir aussi comment ça a évolué. C'est sur un échantillon. Mais plus de 50 n'étaient pas conformes. Donc, c'est de se dire aussi déjà, s'il y a des réglementations qui sont sur ces sujets, c'est parce qu'il y a certaines raisons quand même. Donc, le fait de justement d'avoir des allégations qui sont exagérées, fausses ou fallacieuses, ou alors sans aucune preuve. Et il y a aussi ce sujet des labels. Pourquoi on parle des labels? C'est parce que la réglementation qui arrive encadre aussi l'utilisation des labels. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc ça, c'est au niveau européen. Et en France, on a aussi la DGCCRF, donc en fait, qui vérifie ces allégations parce que c'est rentré dans le champ du discours commercial et donc des pratiques commerciales trompeuses, le greenwashing. Et on voit qu'il y a quand même un quart des anomalies, des établissements contrôlés qui ont connu des anomalies, avec justement des allégations trop globalisantes, donc trop génériques finalement, pour pouvoir être prouvées ou qui sont complètement injustifiées, qui sont imprécises, ambiguës, qui peuvent même induire en erreur. Alors ça va pas toujours jusque-là, mais ça peut être le cas. Et aussi carrément illégales avec l'utilisation d'allégations qui sont interdites ou des logos verts, vraiment ce qu'on connaît un petit peu du greenwashing avec la petite feuille, la petite abeille sur un produit, même un produit qui est assez nocif finalement.
je voulais savoir si d'ailleurs vous, dans là les actus ou même des clients que vous accompagnez, ou si on n'a jamais des entreprises qui sont présentes, vous avez eu des contrôles de la DGCCRF. Est-ce que vous avez entendu un peu des actus sur des communications épinglées pour éco-sociaux blanchiment? Alors ça c'est en français, sinon en greenwashing ou en social washing. Est-ce que vous avez entendu récemment des entreprises ou vous avez été concerné directement? Si c'est pas le cas, vous pouvez le dire aussi. Ok, de manière générale, se dire qu'on a entendu qu'une telle entreprise s'est fait épingler ou qu'elle s'est fait critiquer ou sanctionner, mais pas une marque spécifique en tête. Ok, merci Sandrine. Ok, Yves Rocher. Ouais. Et puis il y a eu tout ce qui est lié au devoir de vigilance aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont entendu Crédit Mutuel? Ok. Est-ce que Céline, c'était par rapport à la carte? Euh, Ouais, exactement. Qui sont allés sur les perles du greenwashing. Donc c'était une carte qui était éco-conçue. Donc la carte était en effet plutôt éco-conçue, mais quand on parle d'impact, le fait de faire le zoom sur peut-être 1% des impacts en occultant le reste, c'est aussi considéré comme du greenwashing. Il y a eu Total Energy, voilà, c'est aussi ça que j'avais en tête. Alors il n'y a pas que, mais on en a beaucoup parlé. Eux, ils ont carrément un procès. Donc là, c'était un procès pour greenwashing. Donc, c'est assez novateur. Oui, Decathlon aussi, pas mal sous le feu des projecteurs en ce moment sur ces sujets. Burger King avec le fait de dire d'avoir un argument marketing sur quelque chose qui est obligatoire et qui est juste réglementaire. Donc ils auraient pu éviter ça. Je sais que McDo l'a fait de manière un petit peu plus intelligente sur leurs jouets. Ils ont valorisé le jouet qui était plus en plastique, mais en précisant que c'était selon la loi. Et là, ça les protégeait. Oui, et Total Energy exactement ont été épinglés. Donc c'est réel en fait, hein. C'est pas juste quelque chose qui est purement théorique et dont je vous parle comme ça parce que c'est bien, c'est parce qu'il y a aussi des répercussions pour vos clients et pour les entreprises. Donc c'est quelque chose qui est important quand même à avoir en tête. Et justement, fort de tout ça, et tout à coup, on entend parler de plein de choses, à savoir Empowering Consumers for the Green Transition, cette directive 2024-825, EMPCO 2026. Alors en français, on est toujours un petit peu plus long. Directive pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition écologique ou l'autonomisation des consommateurs, on entend aussi, et ECGT. Et ben, en fait, tout ça, c'est un peu la même chose. C'est la même chose, c'est juste des termes différents. Mais en tout cas, si vous entendez vos clients ou vous lisez l'actualité, ça dépend un petit peu des entreprises, des veilles, des cabinets, des avocats. Mais ça désigne exactement la même chose. C'est cette directive, tout est juste, hein. Il n'y a pas de mauvaise manière de le dire. C'est cette directive européenne, justement, qui apporte différents éléments sur la manière dont on peut communiquer auprès des consommateurs. Et donc, je vais vous détailler assez rapidement ce qui arrive. Donc ça, c'est la directive de manière européenne. Après, on va voir que il y aura une transcription, une adaptation en fait au niveau français. Mais déjà, c'est d'inscrire le greenwashing, donc l'éco-blanchiment, comme une pratique commerciale trompeuse. Donc ça, c'est assez nouveau. Le fait d'interdire aussi des allégations environnementales génériques, donc ça veut dire qu'ils sont trop globales, trop pas assez spécifiques, et surtout si elles sont pas justifiées. Le fait, alors ça, on l'avait déjà nous en France, c'est-à-dire que en France, on avait aussi des lois qui encadraient l'utilisation d'allégations. Mais là, en tout cas au niveau européen, ça vient uniformiser, notamment gardez ça en tête si vous avez des clients qui sont dans différents pays. Donc là, c'est plus seulement la France avec la loi AGEC qui interdisait déjà ça. Là maintenant, c'est quelque chose qui est uniformisé sur toute l'Europe. Donc c'est aussi de plus parler de neutralité carbone alors que juste on a compensé les tonnes qu'on avait mesurées. C'est aussi d'installer un système de certification pour les labels. Donc les labels de développement durable doivent être certifiés ou alors reconnus par des autorités publiques. Donc ça c'est assez nouveau finalement et ça va pas mal changer la donne pour l'ensemble des labels parce qu'on a énormément de labels, on a une jungle de labels et très peu de
on va dire, de connaissance de la part du consommateur sur ce que signifient ces labels et ce qu'il y a derrière. Et parfois, ce sont des auto-labels. Donc là, c'est des entreprises qui peuvent dire, OK, bah, juste je suis labellisé ça. Et en fait, il n'y a rien derrière. Donc en fait, cette directive, quand même, elle vient un peu changer les choses parce que les entreprises vont devoir se mettre en conformité sur ces sujets. Donc l'adoption, ça a été adopté déjà. Et la transposition, on est en retard. Ça devait intervenir sur la fin du mois de 2026. Et finalement, bah, on est toujours en attente. Là, dans les petits papiers, ça parle d'en discuter plutôt sur pas assez proche de la mise en œuvre finalement, donc assez proche de septembre. Donc à suivre en tout cas, mais faudra faire une veille sur ces sujets. Euh, Ce qui rentre justement dans ces nouvelles pratiques commerciales trompeuses, c'est donc les allégations vagues, non spécifiques et non fondées. Donc ça, c'est justement se dire que il y a pas de détails sur ces sujets, il n'y a pas d'éléments de preuve. Donc ça, c'est quelque chose qui rentre dans des pratiques commerciales trompeuses. Donc voilà, et aussi le fait de confondre l'allégation et le périmètre, donc un peu comme la carte, la fameuse carte du Crédit Mutuel dont je vous parlais, je ne sais plus qui l'a dit dans le chat, et de se dire que bah, ça concerne que un aspect du produit ou une activité spécifique. Et en fait, on dit que voilà, c'est tout le produit ou tout le service ou toute l'entreprise qui a une démarche ou qui est plus responsable. Voilà. Donc ça rentre aussi dedans. Il y a aussi le fait de faire appel à un label non robuste, donc comme je vous disais, un auto-label par exemple. Ça rentre dans des pratiques commerciales trompeuses. Et bien sûr, tout ce qui est lié à la neutralité carbone. Voilà. Ensuite, un élément sur la DGCCRF. Donc là, ils ont fait un communiqué de presse et ils ont, on va dire, renforcé leur contrôle. Donc, et puis, suite à cette loi, voilà, c'est eux notamment aussi qui vont pouvoir toquer à votre porte et toquer à la porte de vos clients, surtout pour leur dire, OK, vous avez parlé de cette allégation. Vous avez fait une telle allégation ou une telle promesse ou vous avez mis tel label, vous pouvez me donner les preuves. Donc eux, ils sont amenés à faire ce type de vérification. Donc il y a quand même eu 430 injonctions de mise en conformité et des amendes administratives et des procès-verbaux. On peut se dire aussi que ça peut aller encore plus loin, donc, et notamment en mobilisant plus de signalements. Voilà. Ça, c'est un petit récapitulatif aussi de tout ce qui concerne la France, parce que nous, on avait déjà des encadrements, pas jusqu'à ce que tout, enfin, ça ne concernait pas tout ce que comprend la directive, mais en tout cas, on avait déjà des encadrements. Donc, je vous ai juste remis aussi ce petit récapitulatif, notamment sur les allégations génériques. Mais en tout cas, ça n'enlève pas ce qui est fait côté français, mais ça rajoute, on va dire, des éléments en plus. Mais nous, on avait, la directive européenne rajoute des éléments. Mais nous, on avait déjà un encadrement sur ces sujets. Donc, je vous ai mis cette ressource. Je vous ai aussi mis les liens sur les articles, par exemple, sur cette loi qui arrive, et un webinaire qui a été fait par le groupe Écossaire dont on fait partie, puisqu'on a cette compétence aussi réglementaire et affaires publiques. Je vous ai aussi mis la FAQ. Donc, en attendant la retranscription, il y a voilà, une FAQ de la Commission européenne, donc c'est en anglais, sur cette directive. Vous avez aussi, si vous êtes curieux, curieuse, vous pouvez aller voir, l'Allemagne a fait sa retranscription déjà. Voilà, donc ça peut être intéressant de voir à quoi ça ressemble une retranscription. Donc, pour zoomer un petit peu sur cette directive, dedans, il y a tout ce qui concerne les labels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour un label d'être robuste et d'être autorisé? Bah, déjà, ça peut être public et privé, et ça concerne tout ce qui est produit ou procédé ou une entreprise. Donc, c'est assez large finalement. Ça concerne les caractéristiques environnementales et sociales, et là, il faut répondre à un certain nombre d'exigences. Donc, il faut déjà que ça soit transparent, donc que le cahier des charges soit accessible et que ça soit pas un programme d'entreprise qui soit privé, parce que dans la certification d'un label, il faut avoir la possibilité que ça soit accessible à tout le monde. Donc ça change aussi. Vous avez peut-être des noms qui vous viennent en tête de clients ou de grandes entreprises qui ont leur propre programme et propre label interne. Bah là, ça change un peu la donne.
Il faut aussi que ça soit élaboré avec des experts des parties prenantes. Il faut qu'il y ait une gestion des non-conformités, des plaintes, des litiges. Et bien sûr, il faut que ça soit vérifié par un tiers et qu'il y ait de l'indépendance entre le porteur du label et l'entreprise, par exemple. Donc, il faut qu'il y ait la compétence en tout cas. Donc ça, il y a aussi des normes ISO, alors pas obligatoires hein, du tout, mais je vous le montrerai dans la diapo suivante. Mais donc il y a plusieurs éléments où en fait on peut aller plus loin dans les allégations et on est exempté un petit peu de vérification si on prouve que on respecte en fait ce qu'on appelle la performance environnementale reconnue comme excellente. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà quand on est conforme au label, à l'écolabel européen. Vous avez vu là avec la petite fleur. Ou alors qu'on respecte tout ce qui est de type 1 dans l'ISO 14024. Donc, c'est tout ce qui est lié aux écolabels, à tout ce qui est reconnu au niveau réglementaire notamment. Donc, je vous invite aussi, si le sujet vous intéresse et que vous êtes confronté aussi à ces sujets, d'aller voir ce que fait l'ISO 14024 et ses différentes classifications. Et il y a ce sujet de performance environnementale reconnue comme excellente. Pour vous donner un exemple, donc j'ai bien précisé que là c'était l'Allemagne parce que on attend la retranscription, on est en attente impatiente de cette retranscription. Mais par exemple, tout ce qui est lié à l'agriculture biologique, bah, c'est reconnu comme respectant cette performance environnementale reconnue comme excellente. Donc là, ils ont le droit d'aller un petit peu plus loin sur les allégations sans forcément donner une preuve supplémentaire parce qu'ils ont cette certification. Et donc, cette certification donne le droit automatiquement de pouvoir aller sur des allégations, même assez génériques finalement. On attend bien sûr la retranscription, mais en tout cas là, sur le cas de l'Allemagne, ils ont le droit d'aller là-dessus parce que leur système est reconnu comme robuste par la réglementation. Quelques recommandations justement à ce stade sur les labels. Donc, pour vos clients, ou s'il y a des entreprises, si vous avez des labels en interne, tout ce qui est label public avec une réglementation comme l'écolabel par exemple, ça, il n'y a pas de changement avec notre fameuse MCO. En cas de label privé ou public, s'ils sont certifiés, alors juste bien vérifier dans le cadre de la retranscription que ça suit l'ensemble des critères. Mais donc il faut bien vérifier le fait que ça soit avec une instance indépendante qui vérifie le label et cette fameuse ISO 17065 justement qui est liée à la conformité des organismes de certification. Attention, elle n'est pas obligatoire, hein. Mais en tout cas, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais ça permet en tout cas de rendre robuste le processus de vérification et de certification des labels. Si on a un auto-label, attention, il faut soit l'abandonner, soit le mettre en conformité. Donc c'est un certain travail. Et là, il y en a qui se mettent en ordre de marche un peu sérieusement parce que septembre arrive très vite et que c'est quand même assez conséquent. Ce qu'on appelle tout ce qui est autodéclaration. Donc, ça peut être, je sais pas, sans résidus de pesticides, par exemple. Donc, c'est pas des choses ce sont pas forcément des labels. C'est un peu tout ce qu'on voit, tous les logos qu'on voit avec une petite feuille ou une petite coccinelle. Ben, tout ça, c'est générique, faut arrêter dès maintenant. C'est des choses qui peuvent pas continuer à exister. Si elle est explicite, bah là, il faut suivre Je vous ai mis les ressources après aussi, le guide du CNC, mais aussi celui de l'ADEME. Bref, vous avez pas mal d'éléments que vous pouvez suivre aussi pour rester en conformité sur ces sujets-là. Mais il faut être assez vigilant, vaut mieux se reposer sur des systèmes qui sont robustes. Je vous ai pas dit d'ailleurs, mais n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure. On aura un temps à la fin et voilà, avec l'équipe de People for Impact, on pourra répondre à vos questions. Mais posez toutes vos questions. Si j'ai pas la réponse, de toute façon, je pourrais aussi aller voir du côté juridique en interne. Donc, n'hésitez vraiment pas. Sur les allégations. Donc là, on a vu tout ce qui est label, mais il y a aussi tout ce qui est allégation. Donc déjà, c'est de comprendre ce qu'est une allégation. Donc une allégation, déjà, c'est tout message ou toute déclaration qui n'est pas obligatoire. C'est à la fois les images, donc il faut faire attention. Quand on met une image qui est évocatrice, ça peut être considéré comme une allégation. Ça peut être du texte, ça peut être des marques, ça peut être des petits logos, ça peut être un environnement sonore aussi.
Donc il faut faire attention. Une allégation environnementale, c'est tout ce qui évoque justement une promesse d'impact moindre d'un produit, d'un service ou d'une entreprise sur son environnement. Et ça vaut le coup, ça vaut c'est aussi valable sur des allégations sociales. Donc, ça porte sur le produit, service, marque, sur une personne, donc aussi sur vos offres, sur les offres d'accompagnement. C'est aussi le cas. Parce que ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que la directive d'autonomisation des consommateurs, comme le dit le titre de la directive, ça concerne les consommateurs, donc c'est du B2C, mais en fait, tout ce qui est amené ensuite à être sur par exemple B2B2C, ça fonctionne aussi. On ne peut pas avoir un désalignement entre ce qui est dit en B2B et ce qui arrive aux consommateurs. Donc il y a une recommandation aussi légale de s'aligner sur les recommandations B2C. Même si vous n'êtes pas forcément directement B2C, vous accompagnez des entreprises qui le sont. Et c'est par exemple des impacts de se dire mon produit a moins d'impact sur son environnement ou a un impact positif d'une certaine manière. Les allégations génériques pour les définir, c'est tout ce qui est vert, écologique, économe en énergie, faible intensité de carbone, biosourcé. Toutes ces allégations qui, en tant que telles, c'est impossible de. Si je vous dis, OK, qu'est-ce que ça veut dire vert pour vous? Dans le chat, je pense que j'aurai plein de définitions. Euh, il y aurait vraiment pas mal de définitions qui ressortiraient. Ça, c'est déjà nous sur liste noire, donc les allégations, donc voilà, respectueux de l'environnement, éco-responsable. C'est des choses qu'on entend encore quand même beaucoup, finalement. Tout ce qui est biodégradable, ça, c'est complètement interdit. Et bien sûr, la directive rajoute encore une couche, bon pour la planète, ou bon pour, je sais pas, les communautés. Ça peut être aussi sur ce sujet-là, il y a le sujet social. Il y a aussi la directive amène des éléments supplémentaires sur ce qu'on appelle les performances futures et les comparaisons. Et ça, vous êtes concerné, notamment si vous faites de l'accompagnement stratégique. Vous êtes un peu le rempart finalement juridique, réputationnel pour les entreprises que vous accompagnez. Donc, par exemple, nous serons neutres en carbone d'ici 2035. Donc, en fait, c'est pas que c'est interdit en soi. Il n'y a pas une interdiction d'avoir une projection sur des performances futures ou de faire des promesses sur le futur et d'être ambitieux. Mais il y a quand même quelques règles. Donc, déjà, il faut que les engagements ils soient clairs, que les objectifs soient publics et vérifiables. Il faut que le plan de mise en œuvre soit détaillé et réaliste. Il faut que, là encore une fois, les objectifs mesurables et datés. Il faut que les ressources, que ça soit humaines, financières, de temps, soient allouées en conséquence, donc que ça soit vraiment mis en regard et que on n'a pas des objectifs extrêmement ambitieux et on met très peu de moyens, on n'a pas de gouvernance, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de pilote en face. Donc ça, attention, warning. Il faut qu'un tiers indépendant puisse pouvoir vérifier régulièrement aussi les données. Il faut que ça soit accessible aux consommateurs de manière générale. Donc, une entreprise a quand même une obligation de transparence sur les objectifs. Donc, après, si on rajoute, en plus, ça peut être des labels ou des engagements. Par exemple, de dire, OK, nous serons neutres en carbone d'ici 2035, validé par SBTi. Bon, là, en tout cas, on a un petit peu plus de robustesse, en tout cas, mais ça n'exempte pas l'entreprise de devoir aussi expliquer ce qu'elle fait et comment elle le fait et quels moyens allouer. Ensuite, donc ça, c'est sur les promesses futures, mais il y en a plein, hein. Ça peut être nos emballages sans plastique, ça peut être sur plein de choses, et même au niveau social. Donc, attention aussi à ces promesses ou à des clients qui veulent être accompagnés sur ces sujets. Sur les comparaisons, je mettrai un exemple à la toute fin, mais par exemple, les méthodes de comparaison, elles doivent être accessibles et documentées. Donc, c'est pas interdit, hein, mais il faut que les produits et les fournisseurs qui font l'objet de cette comparaison soient identifiés. Il faut que les mesures, donc la fréquence, la date de validité des données, elles soient mises à disposition facilement. Encore une fois, c'est comme les éléments de preuve. Donc, parce que vous allez dire, ah oui, mais mes clients, ils vont me dire que il faut j'ai pas de place sur mon packaging pour mettre toutes les informations. Ben, il faut que ça soit un QR code accessible avec une page actualisée où il y a toutes les informations. Donc, de manière générale, l'information, ça doit pas être appelé un numéro, ça doit pas être envoyer un mail et on vous envoie les informations, ça doit être quelque chose qui est accessible facilement. Et les critères doivent être objectifs.
Donc, la même fonction pour les produits comparés, les mêmes hypothèses et les méthodes, et il faut que les caractéristiques matérielles soient vérifiables. Donc là, un exemple entre Nutella en mettant la comparaison, les mêmes caractéristiques, huile de palme, le taux de noisette et de cacao. Donc là, ils ont fait quelque chose en tout cas qui fonctionne sur les règles a priori. Encore une fois, tenez-vous au courant très régulièrement de ce qui va arriver sur cette directive et la manière dont nous, en France, on va s'en emparer. Donc, une fois que je vous ai dit tout ça, les allégations génériques, attention aux logos qui deviennent des labels et donc ont les mêmes exigences et les labels, tout ce que je vous ai dit sur le système de certification, la gouvernance, etc. Et ben, c'est de se dire, OK, mais comment on s'organise en interne et surtout, bah, comment j'alerte mes clients, comment j'aide aussi mes clients à s'organiser sur ces sujets. Déjà, une petite question sur qui est responsable, qui est le seul responsable de la véracité des allégations? Est-ce que c'est le département de la communication? Je regarde dans le chat. Alors, juste pour est-ce que les diapos seront, pour moi, oui, mais juste pour vérifier auprès de Oui, People oui, for oui, Impact. oui. Oui, ok. Bon, en tout cas, moi, il n'y a aucun problème. Je vous donne tout. Je vous ai même mis des ressources supplémentaires qu'on n'aura pas le temps d'aborder. Euh, Alors, il y a un premier faux de Sandrine. Ok. Est-ce qu'il y en a qui disent faux, c'est le département juridique, vrai ou faux, tout court? Ok. Bon, vous êtes bon, hein. En effet, c'est faux. C'est un peu la réponse bisounours, mais tout le monde est responsable de la véracité, que ça soit le marketing, que ça soit la RSE, que ça soit la com, que ça soit le juridique, que ça soit si ce sont des partenaires externes, l'agence aussi de communication qui s'occupe de ça, même vous aussi, hein, si vous êtes amené à faire des propositions et de l'accompagnement aussi en matière de communication. Donc tout le monde est responsable de cette véracité. Après, bien sûr, c'est à l'entreprise aussi de mettre en place son circuit de validation. Donc, quoi faire globalement et en filigrane, comment vous allez pouvoir aussi accompagner vos clients dans ces nouvelles exigences? Bon, déjà, il faut faire un état des lieux des allégations existantes. Donc, on regarde un petit peu tout ce qui se fait. Ça peut se faire sous un format Excel. Nous, parfois, c'est ce qu'on a dans des accompagnements. On a la liste un petit peu de toutes les allégations qu'on utilise. Est-ce qu'elles sont correctes? Est-ce qu'elles sont pas correctes? Et donc, on évalue ensuite les données qu'on a pour prouver ces allégations. Est-ce qu'on sélectionne un label qui est aligné à ses besoins? Quelle garantie je donne justement sur le label que j'utilise? Est-ce que c'est un label robuste ou pas? Et même en dehors de la labellisation, parce que le label peut ne pas porter sur toutes les caractéristiques du produit qu'on a envie de mettre en avant. Peut-être que le produit, ça porte sur la juste rémunération des producteurs ou sur notre implantation locale ou au contraire, justement, plutôt sur la partie plastique recyclé. Mais même un label robuste ne dit pas qu'on peut utiliser après librement toutes les allégations. Donc, même en dehors de la labellisation, par exemple, il faut apporter des preuves robustes. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé non plus d'avoir un label, hein. On peut apporter des preuves robustes sans label. C'est possible aussi. Donc ça, c'est première étape. Ensuite, c'est de mettre en place un circuit de validation des nouvelles allégations. Donc déjà, il faut former les équipes. Parce que souvent, et nous, on l'a en formation, on forme des fédérations, on forme pas mal de personnes sur des sujets d'allégations. Bah, la communication, le marketing avec le juridique, et ben, ils n'ont pas les mêmes. Enfin, ils pensent en tout cas qu'ils ne vont pas dans le même sens, alors qu'en fait, ils travaillent ensemble pour le même sujet. Mais parfois, ils ont des mésententes, on va dire, sur ces sujets-là. Les commerciaux aussi, qui peuvent parfois soit marcher sur des œufs ou au contraire en dire un petit peu trop ou avoir des promesses un peu trop explicites. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder en tête, je pense que je vous le mets après, mais je vous récapitule aussi sur quoi fonctionne cette directive. Et en fait, elle fonctionne sur tous les supports. Donc, je crois que je le remettrai après, donc je vous le redirai après. Mais déjà, il faut former les équipes. Ensuite, il faut collecter les preuves. Et c'est là que c'est compliqué souvent, c'est parce qu'en fait, la chaîne de valeur d'une entreprise est étendue. Et donc, il faut aller chercher les informations sur son rang 1, son rang 2, et parfois aller demander des informations sur son rang 3. Et des allégations peuvent dépendre de toutes ces informations de fournisseurs. Et donc, ça peut changer. Et ça, il faut être assez vigilant sur ces sujets-là.
Il faut ajuster ces allégations aux données dont on dispose. Il faut plutôt se dire, ah, quelles données j'ai et comment je vais les valoriser plutôt que j'ai envie de valoriser ça. Ah oui, qu'est-ce que je peux justifier? Il faut se dire qu'il faut plutôt partir d'une démarche de fond en allant sur la forme que de partir de la forme pour aller sur le fond. Et bien sûr, en cohérence avec sa responsabilité sociétale de marque et de se dire, est-ce que c'est aligné avec mon entreprise, ma marque, mon positionnement, ou est-ce que j'ai de l'avantage? Bien sûr, on peut faire appel à une partie prenante pour vérifier la fiabilité et la véracité des éléments de preuve, et on met régulièrement à jour ces données pour assurer justement la pérennité de la preuve, que ça soit pas quelque chose qu'on a fait il y a 2 ans, un an, mais qui n'est plus valable. Il faut s'assurer voilà, de toujours être dans ce contexte d'amélioration. Ouais, juste les points d'attention. En effet, les fournisseurs, ça peut évoluer, parfois sans vous le dire, sans dire à vos clients. Donc, il faut être vigilant sur ces sujets. Et les retranscriptions peuvent varier selon les pays. Je vous l'ai beaucoup redit, mais ça me semble quand même important de le répéter parce que il y a peut-être des choses qui peuvent bouger entre ce que le support qu'on va vous envoyer et ce qui sera adopté finalement. Vient cette réflexion de se dire quels sont les nouveaux besoins des entreprises et donc pour vous, par conséquent, qu'est-ce que ça signifie? Comment je peux accompagner? Comment je peux étoffer mon offre? Comment je peux adapter aussi mon discours, alerter, etc., etc. Bah, déjà, et vous allez me dire, mais pourquoi, pourquoi mettre ça ici? Bah, c'est quand même important d'avoir en tête que la communication, même si elle peut être intégrée dès le début, hein, bah, la communication, c'est quand même de la valorisation. Et donc, en amont, déjà, pour aussi sécuriser ces messages et faire en sorte de respecter cette réglementation, c'est d'avoir un engagement de fond et de faire son diagnostic, de connaître les enjeux prioritaires, de parler avec ses parties prenantes, de définir une politique, de la suivre, peut-être d'aligner avec une raison d'être, société à mission, d'avoir aussi tout ce qui est lié aux éléments de preuve, donc faire une analyse de cycle de vie, par exemple, de connaître, de faire de l'éco-conception, donc, en fait, d'avoir aussi tout ce sujet de fond, donc vous, dans votre accompagnement, c'est d'aller sur ces sujets de fond parce que ça ne pourra qu'aider et ça ne pourra que servir la finalité, c'est-à-dire la communication, comment on valorise aussi ces offres-là. Donc, c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre en avant en se disant, OK, moi, je vous aide à vous différencier, à sécuriser vos messages, à suivre la réglementation, mais aussi en apportant du fond à ce que vous à vos accompagnements, vraiment à comment vous allez vraiment au cœur de leurs offres, de leurs services. Donc c'est ça aussi qui est important. Donc première étape déjà, c'est d'avoir cette vision pas que communication ou marketing, mais tout ce qui se passe en amont aussi dans le cœur de l'entreprise, donc le bas de l'iceberg finalement. D'avoir en tête aussi dans votre accompagnement et dans vos offres que eh ben, ça concerne tout. Donc le discours commercial, eh ben, c'est possible de former les commerciaux au discours, à un bon discours commercial, mesurer comment accompagner les objections, etc. Ça vaut aussi pour tous les supports graphiques, ça vaut pour les présentations internes, pour les réseaux sociaux, pour l'intranet, les salons, les événements, les conférences, etc. Vous avez compris le principe. Ça vaut pour tout. Donc en fait, il faut être vigilant. On ne peut pas décorréler en disant oui, moi j'accompagne que ce service, mais en fait, il y en a d'autres qui communiquent aussi, qui sont pas du tout alignés sur les principes de cette nouvelle directive. Là, c'est une exploration finalement des nouveaux besoins, des nouvelles propositions de valeur et de se dire que les entreprises vont avoir besoin de sécuriser leur message. Donc, ça peut être une analyse des assets de communication, ça peut être auditer l'ensemble des supports, par exemple, ça peut être, comme je vous disais, accompagner un bon discours commercial, ça peut être une analyse des emballages, ça peut être aussi sur des discours corporate, parce que ça vaut aussi là-dessus, hein, finalement. C'est pas que sur un produit-service, c'est comme je vous disais, ça vaut aussi sur les marques. Ça, c'est un gros enjeu. On a fait un accompagnement justement d'une fédération sur le côté comment on trouve cette nouvelle élan de créativité, parce que vous allez beaucoup entendre, ah oui, mais cette directive, elle nous brise un peu les ailes, surtout du marketing, de la communication, en disant on peut plus dire un peu notre petit slogan sympa, notre image qui claque et notre mot qui fonctionne bien. Ou alors on n'a pas de place, c'est trop long. Donc c'est aussi c'est comme réapprendre à cuisiner végétarien finalement. C'est de se dire comment on réapprend à faire de la communication qui est sexy, mais avec du sens
avec des fondements, avec de la preuve. Comment on réinvente, finalement, c'est de se dire comment on se réinvente en matière de communication. Donc, ça peut être aussi un axe de nouvelles propositions de valeur, finalement, auprès des clients et de leur dire que, OK, il y a de la conformité, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être chiant, finalement. On peut faire de la communication attrayante. Ça peut être aussi sur de la mise en conformité ou de la bonne sélection de labels robustes. Quand je dis programme interne, ça peut être aussi votre client est en déclaration auto-label, par exemple. Donc, ça peut être mettre en conformité à la fois votre client sur ses programmes internes, mais aussi peut-être accompagner des porteurs de labels qui sont, mais pour l'instant, qui sont à la traîne sur ces sujets. Et là, sur le côté gouvernance, c'est accompagner ces nouvelles transformations. Donc ça peut être bah voilà, un accompagnement au début sur des relectures, mais ça peut être des formations avec des outils, des guides que vous pouvez produire aussi pour de l'interne et pour les différentes parties prenantes. Voilà. Donc ça, c'est quelques idées. Bien sûr, il y en a sûrement plein d'autres, hein, mais c'est quelques idées de nouvelles offres ou de complétion en fait de vos offres que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez jouer vis-à-vis de la réglementation et des attentes consommateurs. Alors, je vous ai beaucoup parlé de réglementation, mais nul n'est censé ignorer la loi Molle. Et enfin, quand je dis loi Molle, autorégulation, pratique de place, comme j'ai entendu très récemment, euh, déontologie, etc., etc., notamment avec ce qui est fait par la RPP, mais aussi l'ADEME. C'est-à-dire qu'en France, on a déjà pas mal d'éléments sur lesquels on peut se baser. Je vous ai mis tout ça dans les supports que vous pouvez consulter. Et d'ailleurs, moi, je vous pousse aussi à aller sur le volet plutôt de l'autorégulation auprès de vos clients. Parce que plutôt que d'avoir cette idée de je me mets en conformité dès qu'il y a une loi, c'est coûteux, c'est compliqué, ça nécessite de revoir tout le process. Si on suit l'autorégulation, alors, on est plutôt sûr que mon client sera jamais en retard sur ces sujets. Il sera même en pionnier. Ça peut même être un axe de différenciation. Donc, il y a pas mal d'éléments. Et juste pour vous faire un petit aperçu de ce qui est considéré comme, justement, ce qui est découragé plutôt par l'autorégulation, la soft law, et ben, notamment les fausses affirmations. Donc, le fait aussi de dire que, par exemple, de dire que le problème là dans les bouteilles, c'est l'emballage plastique externe alors que l'enjeu, là, c'est plutôt la bouteille en elle-même. Donc, le fait de dire le passé, l'avenir, là, c'est quelque chose qui est une mauvaise affirmation. Et le fait de dire aussi que, là, vous voyez sûrement pas le texte, mais je peux le zoomer, plus de suremballage, 90% de plastique en moins. Et donc, de zoomer sur quelque chose qui est plutôt, pas anecdotique, hein, mais qui n'est pas le cœur, en tout cas, de l'enjeu. Il y a la promesse disproportionnée. Alors pareil, je vais zoomer parce que je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est la marinière qui nettoie les océans. Et pourtant, l'idée est, c'est-à-dire en soi, le produit n'est pas inintéressant, hein, parce qu'il y a une récupération justement des déchets plastiques qui sont créés avec du nylon, etc. Mais l'ambition, la marinière qui nettoie les océans, c'est clairement une promesse qui est disproportionnée. Et donc, ça, c'est des choses qui, côté marketing, communication, sonnent bien, mais qui n'ont pas vraiment de sens, voire qui peuvent être carrément trompeuses finalement. Ensuite, ah pardon, hop, je suis allée trop vite. La fausse exclusivité. Donc, nous investissons dans les énergies renouvelables, voilà, sans trop expliquer, et dans le sens où, comme si c'était uniquement eux qui investissaient dans les énergies renouvelables, sans donner trop voilà, d'explications non plus sur quelle énergie renouvelable, à combien ça correspond, sur le total de leur consommation. Est-ce que c'est de l'autoconsommation? Est-ce que c'est du financement externe, etc., etc. Donc, pas tellement d'explications là-dessus. Le visuel trompeur. Alors ça, vous la connaissez peut-être, elle est assez connue. Donc, Daddy vous rappelle que le sucre est une plante. Donc, il y a deux visuels. Il y en a un qui n'a pas été épinglé parce qu'on voyait la terre derrière. Mais alors, dans celui-ci, en matière de santé publique aussi, de se dire que en effet, ça vient de la betterave sucrière, mais que déjà là, on a l'impression que on a directement mis de la betterave dans le sachet. Donc, c'est de dire, en effet, le sucre est issu d'une plante, mais il y a eu un processus de transformation qui est tel, finalement, que de dire que le sucre est une plante, c'est peut-être un petit peu exagéré.
Donc là, en tout cas, c'est le côté visuel trompeur avec la plante qui ressort du sachet. Celle-ci, elle est assez connue aussi, Stan Smith. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'allégation ambiguë. Donc 100% iconique, 50% recyclé, alors qu'on parle uniquement de la semelle. Et en soi, c'est pas mal, pourquoi pas, mais il faut le préciser. Donc, c'est pas toute la chaussure qui est 50% recyclée, c'est uniquement 50% de la semelle. Et on ne sait même pas combien de pourcentage correspond la semelle, si je pousse le raisonnement plus loin. Il y a tout ce qui est lié à ce qu'on encourage aussi en matière sur le comportement citoyen. Donc, vous connaissez peut-être aussi la publicité de ces discounts sur ah oui, mon ordinateur fonctionne encore bien, mais un accident est vite arrivé avec le nouvel ordinateur qu'on incite à acheter. Et ben là, c'est sur le côté tous les prenez l'avion tous les week-ends pour aller à un autre endroit. Donc, sur l'impact très très fort de l'avion mais surtout qu'on voit une personne qui est en vélo. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc il y a aussi ce côté dissonance entre ce qui est dit et le visuel. Voilà. Donc ça, je vous ai mis quelques ressources sur tout ce qui est recommandations développement durable de la RPP. Ils n'ont pas que ça, hein. Il y a aussi des sciences occultes. Il y a pas mal de recommandations, mais notamment là, vu que c'est notre sujet, le guide, un peu la Bible finalement, du CNC sur les allégations environnementales. Je vous ai pas mis, mais récemment il est sorti le guide anti-greenwashing de l'ADEME qui s'est actualisé, donc je vous invite vraiment à le consulter. Et aussi sur les emballages, mine de rien, parce qu'il y a quand même aussi ce sujet des emballages avec Citeo qui a produit ce guide-là. Pour résumer, globalement, il faut qu'une communication environnementale, elle soit pertinente. Donc, elle porte sur les enjeux environnementaux et sociaux principaux tout au long du cycle de vie. Donc, on ne zoome pas sur juste soit une étape du cycle de vie, qui est soit à la fin de vie, soit l'amont, soit le cœur de l'activité. Et il faut que ça soit sur vraiment ce qui est principal, donc les enjeux significatifs, matériels pour les consultants. Mais donc c'est vraiment ce côté, il faut que ça soit pertinent. Il faut que ça soit précis, donc avec des données factuelles et des méthodes standardisées. Il faut que ça soit vérifiable. Donc là, le fait de se dire, OK, soit je labellise, soit je certifie, ou alors, en tout cas, je respecte les recommandations en matière de formalisme, même si je suis pas certifiée ni labellisée, c'est pas grave, mais je respecte un formalisme sur ces sujets et ça va avec le reste, c'est accessible aussi. Donc, sur le côté transparence, il faut que ça soit proportionné. Donc, faut pas mettre un ours polaire pour montrer que son produit juste a moins d'emballage plastique a réduit de 20% ses emballages plastiques. Donc il faut faire attention aussi il y a une responsabilité dans la communication et tout ce que ça évoque pour le consommateur. Et c'est humble, donc on vérifie ce qui est fait chez les concurrents. Si les concurrents font pareil, bah, on essaye de pas dire que c'est génial ce qu'on fait, c'est plutôt on est aligné sur le secteur, même si c'est mieux que la réglementation d'ailleurs, hein. Et donc, on regarde un peu ce qui se fait, on regarde ce que la réglementation fait, et même on essaye de pas. Le but, c'est d'avoir plutôt une approche d'humilité sur notre démarche et aussi de ne pas dire qu'on est parfait, mais plutôt même d'exprimer peut-être les limites. Donc, ça se fait notamment, c'est quelle marque qui fait ça? Veja, qui le met dans son site, par exemple, les limites de Veja, en expliquant, il y a quand même des points où on n'est pas encore au top sur ce sujet. Avant de prendre les questions, juste pour la suite et surtout l'action, donc pour les consultants, consultantes, le but c'est potentiellement de vous former à mieux accompagner vos clients. Sachez que vous avez moins 20% sur les formations des enjeux et des hommes, donc c'est EEH Academy, notre nouvelle identité, et avec le code People 2026. Donc n'hésitez pas du tout, vous avez une inter-entreprise communication environnementale si vous voulez aller plus loin sur ces sujets. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter. Il y a d'autres formations aussi, hein, évidemment, mais en tout cas là sur notre sujet, c'est ce qui vous concernait le plus. Et sur les entreprises, c'est de vous faire accompagner. Nous, on a la possibilité de vous accompagner aussi sur ces sujets. Donc tout ce qu'on a proposé comme nouvelle valeur. La vérification des assets de communication, ça peut être formé justement aux bons usages et former tout ce qui est lié à la gouvernance aussi, former le discours commercial aussi, et tout ce qui est circuit de validation notamment. Sachant, donc j'ai mis mon adresse mail, n'hésitez pas. Et au niveau EcoCert, justement.
On a une offre qui s'est lancée qui s'appelle Claim Check et qui permet justement de produire un document qui serait facile à donner à la DGCCRF en cas de contrôle, mais aussi d'aller plus loin sur cette compréhension des allégations et de vous alerter finalement. En fait, c'est de la sécurisation des risques et de tout ce qui est lié à la communication. Et voilà, je suis à l'écoute de vos questions. Je pense qu'il y en a, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Alors, je vais prendre le temps. N'hésitez pas à continuer, hein. Je vais commencer par celles qui ont déjà été posées, mais, euh, mais en tout cas, je prends. Donc, il y a Delphine qui dit que c'est validé au Sénat, je crois, mais quid de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y aura un report probable? Alors, à ce stade, pas vraiment d'informations parce que ce sera, en fait, pour l'instant, c'est plutôt mis au PJL de septembre. Sauf qu'en effet, et c'est là qu'on se dit peut-être qu'il y aura un report, mais en soi, je ne sais pas, parce que étudier une loi en septembre pour une application en septembre, en effet, c'est pas forcément très pertinent. Mais là, moi, je peux m'engager sur rien. À ce stade, on ne sait pas. Mais il y aura peut-être un report, peut-être pas. Désolée, c'est un petit peu une réponse de Normand, mais en tout cas, à ce stade, on ne sait pas. Est-ce qu'on en sait plus sur le profil des entreprises contrôlées par la DGCCRF? Alors là, moi, j'ai commencé à avoir quelques. C'est assez difficile finalement de trouver ces informations. Forcément, c'est pas quelque chose qu'on crie sur les toits quand on a été épinglé ou qu'on a eu une amende ou une sanction administrative. J'ai quand même eu quelques échos. Mais j'ai pas une vision globale là, à ce stade des entreprises. Il n'y a pas que les grosses entreprises, juste pour voilà donner un peu aussi il n'y a pas que les gros qui ont été contrôlés. Donc ça peut être en fait un peu tout le monde finalement. Et aussi, là, vu qu'ils ont annoncé dans leur communiqué de presse qu'il y aura d'autres circuits de signalement, on peut s'attendre aussi à ce que, même au niveau territorial ou des communications, même de l'affichage print local, selon les circuits de signalement, ça pourrait remonter aussi. Donc, il y a un enjeu d'accompagnement, par exemple, des PME sur leur communication, et notamment parce qu'elles sont en lien avec des grosses entreprises qui, elles, vont être regardantes sur les risques, en fait, et sur la conformité de ces PME. Donc, si vous accompagnez des PME, ça vaut le coup aussi de les alerter. Euh, alors, un exemple concret. Est-ce qu'une marque labellisée AB, donc agriculture biologique, peut employer le terme durable en évoquant ses partenariats avec des producteurs, par exemple? Donc, alors durable, déjà, il faut rappeler le sens de durable. Durable, c'est qui dure plus longtemps. Donc, par exemple, un produit qui est plus durable, il faut prouver que, je vais répondre à la question, mais juste pour donner le contexte, Euh, qui dure plus longtemps. Donc, on a fait des choses en matière de recherche et développement et prouvé que, par exemple, par rapport à la concurrence, le produit dure plus longtemps parce qu'il est plus réparable, parce que on met à disposition les pièces plus longtemps. Donc, c'est vrai que le terme durable est beaucoup utilisé. Faut l'expliquer. Donc, en fait, de dire oui, c'est des partenariats durables dans le sens qui durent dans le temps. Donc là, ça marche aussi. Et en expliquant pourquoi. Donc, ça peut pas juste être utilisé comme ça parce que c'est quelque chose qui sonne bien. Et c'est vrai qu'on le voit beaucoup dans les partenariats producteurs. Il faut que ça soit étayé de preuves, d'explications, de dire voilà, on travaille avec ces producteurs depuis tant de temps sur ces sujets, on a mis en place tant de programmes, ça leur permet de XXX, etc., etc. Donc en soi, c'est pas interdit. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on utilise le terme durable, c'est qu'il dure plus longtemps. Il est utilisé à tort pour parler de quelque chose qui va être, même le terme responsable est assez vague finalement, mais qui va être plus je sais pas, moins impactant sur le climat. Donc, il faut faire attention. Mais en tout cas, là, il faudra regarder la FAQ et tous les travaux qui vont être faits après, mais ça peut être utilisé pour qui dit plus longtemps. Alors, avec biosourcé, ça peut se prouver dans les composants. Oui, on peut dire que quelque chose est biosourcé. Donc, il faut expliquer déjà selon quelles normes, sur quelles normes on se base. Donc, j'ai plus c'est la NF, j'ai plus exactement le nom en tête de cette règle-là. Il faut expliquer ce qui est biosourcé. Par exemple, si on parle de peinture, on dit peinture biosourcée. Attention, souvent, c'est que le liant qui est biosourcé. Et encore mieux, il faut expliquer à combien de pourcentage le liant constitue dans la peinture.
Donc biosourcé, ça peut se dire, mais pas juste comme ça. Et surtout, ça ne peut pas se confondre avec naturel ou quoi que ce soit. Même si c'est issu d'un produit qui est naturel, la transformation est telle qu'on ne peut pas utiliser le terme biosourcé et naturel en interversant. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais biosourcé, on peut le dire, mais il faut l'étayer, il faut le prouver. Voilà. Toutes les preuves demandées pour nous serons neutres d'ici 2035 doivent être publiques, plan d'action, ressources. Alors, ça c'est pareil, c'est des choses qu'on verra à la retranscription, mais a priori, oui. Donc, il faut expliquer dans son rapport ou dans un rapport SBTI, par exemple, expliquer le plan d'action, en effet, les ressources, et puis que ça soit vérifié, que ça soit actualisé. Il faut publier sûrement le bilan carbone aussi initial donc, l'actualiser régulièrement. Donc oui, ça doit suivre un certain formalisme. Après, à voir ce qu'ils reconnaîtront comme peut-être performance excellente. Est-ce que, par exemple, SBTI rentrera là-dedans? Et donc, si on est validé dans sa trajectoire, finalement, peut-être qu'on n'a pas besoin de tout étayer. Mais en fait, à ce stade-là, moi, je ne peux pas m'engager. C'est des choses qu'il faudra vérifier. Que faire s'il n'y a pas d'objectif fixé ou qu'il est en cours de précision? Et bah, quand on ne sait pas, on ne communique pas. C'est un peu provoque comme réponse, mais finalement, en fait, quand on n'est pas encore robuste sur ces allégations, sur ces promesses, ben, il vaut mieux d'abord le travailler en interne et après on communique. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce côté plutôt avoir une capillarité fond vers forme plutôt que ah ouais, ça serait quand même bien parce que les concurrents s'y sont mis. Alors ça peut motiver et ça peut mettre en branle beaucoup plus rapidement, mais c'est pas dans ce sens-là qu'on doit le faire. Donc Lucie, ma réponse un peu provoque, mais finalement c'est un peu ça. Et ben vaut mieux ne pas communiquer et parce que ça peut être un risque réputationnel fort, ça peut être un risque d'amende, de sanction, et même auprès des concurrents. Les concurrents peut-être peuvent aller vérifier, dire ah, mais en fait pourquoi ils communiquent là-dessus, il n'y a rien. C'est pas, en fait ça expose à des risques. Donc vaut mieux ne rien faire. Alors attention. Encore une fois, il faut avoir le courage aussi de prendre la parole. Je ne dis pas qu'il faut jamais communiquer avec cette loi, au contraire. C'est juste qu'il faut communiquer quand on a un peu plus d'éléments. Alors, y a-t-il un pays en Europe ou dans le monde qui se distingue par ses bonnes pratiques? Alors, en matière je respecte comment dire, les délais qui sont donnés par la Commission européenne pour retranscrire une loi. On a l'Allemagne, on a en tout cas l'Allemagne qui a fait ça. Et après, en vérité, la France, on n'est pas les plus mauvais finalement. On se rend compte que quand on aborde des clients qui ont une approche multi-pays qui sont présents dans plusieurs pays, la France est vraiment pas les derniers et les plus mauvais élèves. Ça veut pas dire qu'on est bon et qu'on ne doit pas aller plus loin, encore une fois, mais on n'est pas les pires. Euh, donc je dirais que la France a quand même des organes de régulation, d'autorégulation avec la DGCCRF et pas mal de choses. En fait, la France, de manière générale, inspire beaucoup l'Europe sur des réglementations environnementales et sociales. Et ça va dans ce sens-là et pas que. On n'attend pas que de l'Europe pour retranscrire des lois ou les adopter. Donc, je dirais que la France, en tout cas, est pas la pire. Après, il y a, je pense qu'on peut aller voir, bon, c'est toujours un peu cliché, mais finalement, du côté de tout ce qui est Norvège, Suède, sur des pratiques aussi de transparence et d'explication de démarche. Euh, j'active un peu parce que je vois que le temps passe. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de questions, mais existe-t-il ou va-t-il exister une liste précise des éléments demandés, plus des éléments analysés par la DGCCRF pour accompagner au mieux les entreprises? Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est des éléments de preuve. Alors là, à ce stade, il n'y a pas un formalisme, comme je vous dirais, OK, il faut remplir ce gros paquet de data points pour prouver avec telle colonne. Il n'y a pas encore ça. Donc, j'imagine qu'avec la retranscription au niveau national, la DGCCRF va préciser. Mais en soi, moi, je pense qu'il y aura. Alors, je ne m'engage pas, hein, mais je pense qu'il n'y aura pas forcément un document spécifique. Ça sera un peu des éléments de preuve que produit l'entreprise ou les consultants qui les accompagnent ou des cabinets d'avocats, quoi que ce soit, et que ça sera assez libre. Mais bien sûr, il faut qu'on y retrouve tous les éléments de la retranscription. Donc, si on est sur une promesse future, montrer, comme je disais, le plan d'action, la gouvernance, le temps dédié, les moyens dédiés, etc. Donc ça sera plus, je pense, au cas par cas selon ce qu'on veut justifier finalement.
J'espère que ça répond à la question, mais c'est vrai qu'à ce stade, on n'a pas d'éléments spécifiques qui sont demandés. Mais on peut dire qu'il faut suivre les règles, donc pertinence, donc sur tout le cycle de vie, de montrer les éléments de preuve, c'est ça surtout, hein. Donc si on veut prouver quelque chose, une analyse du cycle de vie, un bilan carbone produit, peu importe, je sais pas, une charte signée de fournisseurs qui s'engagent à si, enfin pas qui que ils s'engagent, mais qui prouvent que ils suivent telle ou telle prérogative. Donc ça sera, je pense pas qu'il y aura quelque chose de particulièrement strict, mais il faudra retrouver tous les éléments qu'on voit dans la loi. Il n'y a pas de piège. C'est pas une directive piégeuse, hein. C'est une directive de fond. Donc, d'aller sur la réflexion de dire, OK, qu'est-ce que tu veux dire concrètement par là? Tu veux un produit vert, c'est quoi? OK, bah, ça ne veut rien dire, donc c'est interdit. Donc, il faut préciser. C'est pas ça sera pas quelque chose de piégeux. Donc, vous pouvez aussi créer, vous, vos propres, comment dire, euh, en partant de la FAQ et de peut-être la retranscription allemande, de partir de vos propres documents d'analyse de conformité. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas vous engager dans le sens où ça va vous protéger de tout, mais en tout cas, c'est des recommandations et c'est quelque chose qui facilitera les audits. Mais voilà, ces petits conseils comme ça, vous engagez pas sur ah oui, on vous protège de toutes les injonctions, oui, de toutes les sanctions administratives. Voilà. La directive va-t-elle influencer la pratique du bilan de masse en lien avec les allégations de traçabilité au sein des filières? Alors ça, il n'y a pas tellement d'éléments là-dessus. Pour l'instant, sur le bilan massique, on est ou le mass balance, je ne sais pas si tout le monde connaît bien, mais en tout cas, là, on est surtout encore sur les bonnes pratiques et les bonnes pratiques, l'autorégulation donne des conseils sur le mass balance. Donc, à savoir le mass balance plutôt comme un élément de transition parce que ça coûte moins cher, mais que le mass balance peut avoir aussi des impacts de, de concurrence assez négatifs pour les filières ségrégées. Et donc là, à ce stade, on est surtout sur de l'autorégulation. Ok, tac, je regarde. Merci beaucoup. Bon, oui, bien, parfait. Très bonne journée à celles qui doivent partir. Bon appétit. Alors, existe-t-il une réglementation concernant la taille de police des mentions? Ok, je vois où on arrive. Des mentions justificatives associées à un message principal sur une affiche. Le fait d'ajouter un astérisque renvoyant à une mention en petits caractères en bas de l'affiche est-il suffisant pour être conforme? Alors, oui, tant que c'est lisible. Alors là, c'est vrai que j'ai pas en tête, par exemple, je sais pas, dans une régie comme la RATP, par exemple. Bon, là, c'est très parisien, mais euh, euh, je pense qu'il y a un minimum quand même de lisibilité. Il n'y a pas de détails à ce point-là. Je pense que c'est des choses qui interviendront après, peut-être des guides sur de la DGCCRF mais en tout cas, oui, je sais qu'il y a des choses qui sont faites. Là, je saurais pas dire, mais sur les mentions de renvoi, donc ce qu'on appelle les mentions de renvoi, euh, là, il y a des choses quand même qui sont produites par les cabinets ou par des organismes. Donc, vous pouvez peut-être vous pencher sur ces sujets-là. Mais on tient pas de la réglementation, on tient de l'autorégulation, encore une fois, de la soft law, et ça dépend aussi des régies. Parce que les régies publicitaires et des annonceurs peuvent avoir leurs propres règles aussi. Le calendrier d'application, bah, a priori, ça sera à septembre 2026. Euh, voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Et on ne sait pas encore s'il va y avoir un report ou pas, mais a priori, ça sera plutôt septembre 2026. Merci à tout le monde. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez les contacts côté Burdeo People for Impact. Vous avez mon mail. Je vois des têtes connues aussi dans les participants que j'avais pas vus. Donc un plaisir. Et donc j'espère que ça vous a apporté quelques éléments quand même. Et on vous mettra à disposition le support. Merci beaucoup, Alicia. Merci à Merci. toutes et tous pour votre participation. Oui, merci à vous. Très bonne journée. À bientôt. Bon appétit. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.